Que connaissez-vous des arts martiaux internes tels que le Tai Chi Chuan? Je vous invite à un voyage dans les arts martiaux internes vu du point de vue d'Éric Collier, un chercheur, un pratiquant et un enseignement du Tai Chi Chuan de longue date, mais pas que du Tai Chi. Il vous présente dans cette interview le Tai Chi Chuan, le Xing Yi Chuan et le Baguazhang, et comment il relie ses pratiques avec les paradigmes des sciences, des neurosciences, l'anatomie et la pensée complexe. Cette interview se prolonge dans un échange de questions-réponses que j'ai séparé pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Vous trouverez le lien vers la session de questions-réponses en fin de vidéo et dans la description. Sans tarder, rejoignons Éric Collier. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Collier, que je connais depuis déjà plusieurs années. En effet, Éric, tu vas être surpris peut-être, mais il y a 8 ans, quasi jour pour jour, c'était le 12 octobre 2013, nous avons organisé cette fameuse rencontre entre élèves pour explorer les liens entre l'aïkido et le tai chi chuan, justement. Et ce stage, en fait, il prolongeait nos échanges antérieurs autour de nos passions, qui, pour ne pas être particulièrement communes, n'en étaient pas moins quand même très similaires, car nous avons tous les deux cette passion pour l'étude de l'humain à travers le prisme des arts martiaux, pour toi le tai chi, mais pour moi l'aïkido, et chacun de ces arts n'est jamais qu'un chemin pour arpenter, avancer dans notre chemin personnel. Et si j'ai eu envie de t'inviter, c'est surtout parce que d'abord, tu as sorti un dernier ouvrage qui s'appelle Baguazhang, la méthode des métamorphoses, dont tu vas nous parler bien évidemment. Mais ce qui m'a surtout poussé à cette rencontre, c'est la conviction que c'est à la lisière des approches différentes, des expériences différentes qu'on peut voir émerger des visions nouvelles. Et que c'est vraiment par rapport à cette différence de vision que nos expériences et nos savoirs prennent un relief nouveau. Un peu comme les yeux, on a besoin des deux yeux pour avoir la vue en 3 dimensions. Avec un seul œil, on n'a simplement pas la profondeur de champ. C'est donc cette logique qui m'a poussé à proposer cet échange. Et je voudrais le mener en commençant par te demander de nous présenter un tout petit peu ta recherche, ta pratique, dans le sens et dans l'ordre que tu veux, bien sûr, autour du Tai Chi Chuan, mais également, bien sûr, autour du Baguazhang, dont j'ignore tout et qui est au centre du livre que tu viens de publier. Alors, à partir de ça, le micro est à toi. Merci beaucoup, Christian. Donc, voici le livre en question, un grand format. Et donc, le Baguazhang, en quelques mots, si on traduit littéralement, c'est la paume. Zhang, c'est la paume des 8 trigrammes. Ça reste toujours aussi chinois. Et donc, cet art de vie, cet art du geste, cet art martial utilise une marche circulaire avec un pas légèrement glissé, comme si on marchait dans la boue. Alors, il y a des mouvements d'ouverture et de fermeture du bassin qui permettent de changer rapidement de direction. Alors, les fameux trigrammes, c'est le fondement du plus grand des classiques chinois, le livre des mutations. Et donc, ça nous fait rentrer dans une autre perception de l'espace-temps traditionnel où l'espace et le temps, finalement, ne sont pas séparés comme on a pu le faire avec nos approches scientistes. Alors, on tourne en cercle autour d'un centre et puis, à certains moments, on va changer de sens de rotation. Et donc, l'adepte reproduisait le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil en tournant sur elle-même. Donc, il y a vraiment une dimension de mise en accord, pas simplement avec la Terre, mais au niveau plus large que notre Terre, Gaïa, au niveau cosmique. Alors, il est inutile de préciser, quand on a un début de maîtrise de la marche, que ces doubles mouvements rotatifs, c'est un peu comme les soufis, provoquent des états qu'on pourrait appeler de transe, d'amplification de soi. Et donc, c'est ce qui m'a amené à l'appeler la méthode des métamorphoses. Alors, tu me demandais mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à d'abord pratiquer et enseigner quelque chose d'aussi peu connu, d'aussi particulier, d'aussi original. Quand j'étais adolescent, j'ai pratiqué du sport, de l'athlétisme au niveau international, et à l'âge de 15 ans, j'étais passionné par les techniques d'entraînement mental. C'était quelque chose d'assez nouveau. Et parallèlement, j'ai vécu à répétition, je ne savais pas comment ça s'appelait, des états de flow experience, expérience optimale. J'habitais près d'une forêt, j'étais dans la forêt, à certains moments en faisant du sport, ou même en lisant et en étudiant,
j'étais comme dans un temps suspendu. Tout se faisait avec une facilité, sans effort, une sensation de plénitude, parce que ce qui caractérise ces états, c'est qu'on a envie de les retrouver. Et donc, j'ai eu, à un moment donné, j'avais plus envie de faire de la compétition. Ce qui m'intéressait, c'était relier une pratique gestuelle avec une pratique intérieure. Donc, ce que je faisais en sport et en préparation mentale. Et j'ai rencontré, à certains moments, ça paraît peut-être présomptueux, mais on dit ce n'est pas l'être humain qui choisit la voie, mais la voie qui choisit l'être humain. Et donc, j'ai croisé cette pratique du Tai Chi Chuan qui était pas du tout connue à l'époque. J'avais un peu plus de 20 ans, j'en ai maintenant dépassé la soixantaine depuis quelques années, et donc j'ai eu tout de suite l'intuition que cet art me permettrait de découvrir comment rentrer, comment comprendre ces états d'expansion de soi, ces états d'harmonie. Et donc quelques années plus tard, c'était sans doute assez jeune, mais les circonstances ont fait que j'ai commencé à l'enseigner à 25 ans. Et donc, j'ai commencé à voyager dans différents pays européens et à la fin des années, pour étudier, à la fin des années 80, j'ai fait un premier séjour en Chine et ça a été suivi d'une quinzaine de séjours d'études. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler d'étudier dans différents contextes. D'abord dans le cadre des fédérations, où j'étais le premier Européen à recevoir un sixième Duan en Tai Chi. Puis, où j'ai beaucoup étudié, c'est à l'Université d'éducation physique de Pékin. Et là, après quelques années d'études, j'ai eu une relation privilégiée avec Men Weifeng, qui dirigeait le département. Et quelques années plus tard, il m'a admis dans une sorte de cercle intérieur, donc le clan dans le clan. Et là, tout a changé. J'ai reçu une transmission traditionnelle. Et il se fait que Men Weifeng était très connu pour un style assez confidentiel de Tai Chi Chuan, qui est le style Sun de Tai Chi Chuan. Et donc le style Sun, c'est une synthèse des trois arts internes. Donc là, il y a des arts martiaux plus externes en Chine, plus physiques, et puis dans des arts qui privilégient l'intériorité. Et donc le Tai Chi est le plus connu. Il y en a un autre qui s'appelle Xing Chuan et un troisième Baguazhang. Et donc Sun Lutang avait pour ses pairs maîtrisé les trois. Et donc à ce moment-là, j'ai eu envie, et Men Weifeng m'a encouragé à refaire quelque part le parcours du fondateur. Donc c'est-à-dire étudier le style de Tai Chi de Sun Lutang, qui est le style Wu Hao, aussi peu connu que le style Sun, le Xing Chuan et le Baguazhang. Et donc ce qui m'a interpellé chez les deux, c'est qu'ils étaient des pratiquants reconnus. Sun Lutang et Men Weifeng étaient des combattants qu'on craignait, mais en même temps, ils étaient des érudits respectés. C'était rare à cette époque-là chez Sun Lutang, ça l'est toujours aujourd'hui. Et tous les deux ont été très novateurs dans différents domaines. Donc, c'est une pratique de différents styles, chercher la substantifique moelle, lier une recherche et vivre dans son temps. Et donc, l'ouvrage s'articule en deux parties. La première partie, c'est présenter les arts internes et je mets un sous-titre, l'école ésotérique. Et donc, ce qu'on appelle les pratiques de soi, un terme de philosophie, existe en Chine depuis quelques siècles avant notre ère. Qu'est-ce que les pratiques de soi? Ce sont des exercices respiratoires et gymniques et spirituels en même temps. Donc, il s'agit de convertir l'énergie physique en énergie spirituelle. Alors ici, on dit que le tai chi remonte à autant de millénaires, le qigong, tout ça c'est du marketing. Le tai chi historique à quelques siècles et le qigong, comme on le connaît aujourd'hui, 50 ans. Donc c'est le point de vue de chercheur, puisque j'en parlerai tantôt, je suis aussi chercheur. Par contre, il y a des pratiques qui ressemblaient à ça, qui existaient quelques siècles avant notre ère. Les arts martiaux, il y en a plusieurs centaines en Chine, même si c'est un peu caricatural. Pour pouvoir avoir une première approche, il y en a qu'on appelle externes, où on privilégie l'éducation physique et qui sont d'obédience bouddhiste, les fameux moines de Shaolin. Tandis que les autres sont les arts qu'on appelle internes, et Catherine Despeux, qui est une sinologue connue, appelle ça l'école ésotérique. Et donc là, c'est la référence au mont Wudang, le mont du guerrier véritable, une référence au taoïsme et un travail sur l'énergie, mais aussi sur la conscience et sur la perception. Les trois arts internes, donc j'ai employé des mots, Tai Chi Chuan, c'est en fait le symbole yin-yang. Donc le yin et le yang qui s'équilibrent, ça devient Tai Chi.
Donc en Tai Chi, on cherche à équilibrer ce qui est opposé en le rendant complémentaire. Et ça sur tous les plans, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, le tonus et la détente qui vont donner la souplesse à tout moment. Donc dans notre vie, si on travaille le travail avec un partenaire qui s'appelle pousser des mains, on ne sera ni dans l'opposition ni dans la fusion. Je ne vais pas me diluer dans l'autre. Donc c'est vraiment un travail d'empathie. Donc on va chercher à tous les moments la complémentarité. Donc moi je l'appelle l'art de l'intégration. Le Sing Chuan, c'est un style très simple, direct, où on travaille en ligne droite et avec des techniques très fortes au niveau du renforcement des muscles profonds. Et donc, c'est la voix du corps et de l'esprit. On va vraiment relier le corps, l'intention, la respiration. Et là, il y a toute une pédagogie claire, nette et précise pour tout le travail intérieur. Et le troisième, ben, j'en ai parlé, c'est le fameux Baguazhang, où celui qui a maîtrisé ces changements de direction, il offre le vide pour contourner l'autre et il devient insaisissable. Certains disent que le fondateur de l'aïkido aurait été initié au Baguazhang. Ces trois arts, pour moi, sont complémentaires, c'est un véritable triptyque. Alors pourquoi est-ce que Catherine Despeux l'appelle l'école ésotérique? Parce qu'il y a une référence au guerrier véritable. C'est une montagne qui est une montagne sacrée et où un empereur a fait tout un itinéraire qui est un itinéraire intérieur pour passer toutes les étapes et s'unir avec les forces de la vie. Et donc, ce guerrier véritable, la guerre qu'il mène, c'est surtout une guerre intérieure contre les forces de division qu'il porte en lui. Et également, donc, Catherine Despeux montre que les gestes de base du Tai Chi sont en rapport avec un fondateur mythique de la Chine qui a organisé le chaos. Donc, dans une formule occidentale, Ordo ab chaos. Euh, donc, je me suis beaucoup intéressé à cet aspect d'ésotérisme avec un chercheur qui a eu la première chaire d'études de l'ésotérisme à la Sorbonne, qui est Antoine Fèvre. Et donc, pour lui, l'ésotérisme, c'est une connaissance opérative qui transforme le sujet connaissant. Et pour moi, on est vraiment là-dedans, une connaissance opérative qui va nous transformer. Et donc, il donne 4 critères qui sont extrêmement simples. C'est valable pour les ésotérismes occidentaux, mais dans le cadre d'une recherche, j'ai montré qu'on pouvait les appliquer au taoïsme et aux arts internes. Donc, c'est l'idée de correspondance. On pense par analogie. Et donc, les sciences les plus contemporaines montrent l'importance de l'analogie dans les modes de pensée, même scientifiques. La nature est vivante. Donc, l'écologie, c'est pas une idéologie. On sent la vie en nous, on sent comment on est tissé, comment on est voilà, connecté avec la vie. On sent la vie en soi. Il y a un travail où on ne va pas utiliser la volonté, mais l'imagination. Et on va utiliser des médiations pour que, par analogie, le petit univers et le grand univers entrent en résonance. Et tout ça amène à une expérience de transmutation. Donc, je trouve ces 4 critères très pertinents. Et Antoine Fèvre, qui a étudié les traditions, présente 3 façons d'aborder les traditions. La première, c'est les puristes, et nous en connaissons dans nos arts, les traditionalistes, où on ne peut pas bouger un iota, le maître a dit, etc. Puis après, il y a un deuxième courant qu'on pourrait appeler syncrétique. Et là, c'est le grand mélange, comme la mauvaise tendance du nouvel âge. Et puis la troisième voie, qui est celle qui est la mienne, c'est la voie que Fèvre appelle humaniste, où l'esprit traditionnel s'enrichit par l'exploration des sciences. Et donc ça, c'est ma deuxième casquette, c'est la casquette de chercheur. Depuis une vingtaine d'années, j'ai des collaborations avec différentes facultés universitaires et donc je relis, j'enrichis ce que j'ai reçu en Chine avec des nouveaux paradigmes scientifiques. Alors, je suis un chercheur là aussi atypique, puisqu'en général, un chercheur est dans une discipline, la philosophie, la sociologie, même s'il est passionné par une pratique, au fur et à mesure de sa carrière, il va étudier d'autres sujets. Moi, depuis 20 ans, j'étudie les arts internes à travers le prisme de différentes disciplines. J'ai donné quelques exemples. L'éducation physique et la kinésithérapie à l'Université de Louvain-la-Neuve, donc pour la promotion de mémoire et aussi pour des formations continuées. La philosophie à l'Université de Bruxelles, département études des religions,
pour faire du conseil scientifique parce qu'il n'y a pas à l'époque de spécialistes du confucianisme et du taoïsme. Chercheur invité à la Sorbonne en sociologie sur les pratiques de l'imaginaire du corps. Et puis finalement, à 50 ans, une thèse de doctorat en anthropologie à Nice. L'anthropologie me paraissait l'approche la plus transversale. Et donc, j'ai aussi eu des collaborations avec l'Université de Mons, où on a travaillé avec des capteurs en 3D pour modéliser la progression en tai chi. Euh, donc, il y a un intérêt pour les neurosciences. Et donc, si je revois les trois arts dont j'ai parlé, le tai chi chuan, c'est une logique du tiers inclus. Donc, c'est pas séparé. Tout avec la pensée cartésienne sépare le corps, l'esprit, la théorie, la pratique, l'individu, l'environnement. Ici, c'est une pensée qui relie tai chi, tiers inclus. Le Xingyi Chuan, les 5 éléments chinois, chaque élément est en relation avec tous les autres. On a là une approche systémique. Et puis le Baguazhang, c'est les trigrammes, c'est en même temps pardon, le petit univers et le grand univers. Donc on a une vision, pour employer un terme savant, hologrammatique. Et donc là sont les trois thèmes pour ceux qui se sont intéressés à la pensée complexe d'Edgar Morin. Donc les trois arts internes vont reprendre une véritable approche de la complexité. Je m'intéresse aussi à une autre approche de l'anatomie qui est les fascias, les tissus conjonctifs, avec ceux qui ont entendu parler d'approches particulières en architecture, la tensigrité. Donc on s'est interrogé comment une yourte mongole résiste mieux au grand vent qu'une cabane en bois. Et donc c'est la rondeur, c'est la souplesse, et donc c'est comme ça que fonctionne le corps humain, cette sphère élastique. Et donc, le tai chi travaille ça voilà, dans une approche vraiment fondamentale. Alors, la deuxième partie de l'ouvrage, excusez-moi, la deuxième partie de l'ouvrage, donc le Baguazhang, pendant longtemps, je me suis cantonné aux fondamentaux. En tai chi, en Xingyi Chuan, j'étais allé beaucoup plus loin dans les cours. Et là, j'avais étudié dans les années 90 à l'université de Pékin, mais j'avais pas vraiment approfondi. Et ça a été une rencontre, comme souvent une rencontre déterminante. J'ai été invité à Pékin, donc là plus pour étudier, mais pour faire une communication dans une des grandes universités au niveau des études taoïstes, où j'ai animé un atelier et fait une communication, et j'ai suivi un collègue, le docteur Wang, qui est aux États-Unis, et donc un après-midi de Baguazhang. Et là, sur un après-midi, ben voilà, j'ai reçu quelques clés qui m'ont vraiment permis de rentrer dans la discipline. Et donc, c'est voilà, depuis 2018, j'ai relu un tas de notes que j'avais, je me suis beaucoup intéressé, j'ai repratiqué avec ces clés, et tout d'un coup, voilà, des pans entiers se sont ouverts. Et donc, le fondateur du Baguazhang, donc He Chuan, on est au 19e siècle, a créé cet art, et là, c'est assez intéressant. Il avait une expérience des arts martiaux, et il a été initié à des pratiques de méditation taoïste, et on méditait en marchant en cercle. Alors, utiliser des techniques d'alchimie intérieure, de transformation intérieure dans le domaine du combat relève vraiment de l'ingéniosité. Et donc, dans cette marche en cercle, on avance avec le corps, mais on regarde vers le centre du cercle. Donc, il y a vraiment des spirales en tai chi et en xingyi, on a des spirales dans les bras et dans les jambes, mais là, il y a vraiment des spirales dans le corps entier. Donc, ça veut dire qu'on devient quelque part ostéopathe de soi-même, on défait les nœuds profonds et en même temps on réveille des énergies voilà, tout à fait étonnantes. Le Baguazhang, c'est aussi, donc, comme je l'ai dit, le plus ésotérique des arts internes, et donc il y a toute une vision, de nouveau un terme un peu barbare, cosmogonique, comment, à partir de la matrice de tous les possibles, du chaos, comment je vais créer un ordre, comment un ordre va émerger de ça, avec une unité, avec deux, avec trois, avec quatre, se développer dans une multiplicité. Donc, c'est voir comment, à partir d'une unité non manifestée, puis qui se manifeste, comment je crée tout le champ des possibles. Et puis, à travers le champ des possibles, comment l'unité est toujours là, présente. Et puis, donc, dans cet ouvrage-là, en enseignant donc les fondamentaux, comme on tourne en cercle, on n'est pas comme dans un groupe pour Tai Chi ou Xingyi Chuan, où on peut suivre le prof qui va travailler en miroir.
Donc, ça veut dire que c'est des mouvements beaucoup plus complexes, on n'arrête pas de se retourner, donc on ne sait suivre personne. Donc, c'était très, très compliqué, il fallait déjà des élèves avancés. Et donc là, j'ai repris la méthode de Men Wifeng sur les fondamentaux, travaillé sur place et en ouvrant un peu l'angle, qui est un angle de 180 degrés, en travaillant sur des postures statiques qu'on ne fait pas normalement en Baguazhang. Et là, j'ai essayé ça dans quelques journées et ça donnait des résultats tout à fait étonnants. Donc, j'ai appliqué les méthodologies que j'appliquais ailleurs pour le Baguazhang. Donc, c'est un peu mon apport à cet édifice de cet art dans lequel il m'a fallu longtemps. Et puis pour terminer, j'ai aussi un état des lieux parce que ça me semble important dans cet ouvrage-là, court état des lieux. Donc dans un contexte qu'on connaît bien, mondialisation, consumérisme, attrait pour l'exotisme, je pensais intéressant de donner quelques références et quelques balises. Donc nous avons aujourd'hui un mal-être engendré par une accélération sans précédent. Ceux qui s'intéressent à ça, il y a des travaux du sociologue allemand Hartmut Rosa qui a montré comment c'était une aliénation totale, cette accélération. Il y a un épuisement des ressources et de l'humain, la planète est épuisée, les humains sont épuisés, et donc là, il y a le travail tout à fait étonnant d'un philosophe belge que j'ai rencontré à plusieurs reprises, Pascal Chabot, et donc un de ses ouvrages clés, Global Burnout. Donc, dans cet état d'épuisement, il y a des recettes en tout genre qui pullulent, le nombre de coachs qui arrivent, de tout un tas de pratiques, etc. Et donc, sans avoir nécessairement eux-mêmes un travail de profondeur, avec des personnes fragilisées qui explosent en plein vol. Et donc, ici, le travail dans les trois arts internes, comme celui que tu fais, c'est développer un ancrage et une lucidité par des pratiques fondamentales, mais là, quelque part, on pourrait dire ça n'est ni fun ni sexy. Au début, parce qu'une fois qu'on a passé, au contraire, il y a des pans qui vont s'ouvrir tout à fait étonnants, mais au début, il y a une discipline à laquelle beaucoup ne sont pas nécessairement prêts. Alors, une deuxième constatation, c'est que la plus grande partie des activités dans le domaine du bien-être s'inscrivent dans des logiques consuméristes. Et donc, je vais donner deux références, Eva Illouz, Épicratie, ou comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Donc tout le monde doit être heureux. Je me souviens, à Mons 2015, j'intervenais, donc Mons Capital Culturel, et j'étais invité la journée du bonheur, et j'ai parlé du droit à la mélancolie et du droit d'être malheureux, parce qu'on n'a plus le droit maintenant. Voilà. Et alors un deuxième, par Ronald Purser, qui est un méditant bouddhiste, et qui a écrit Mac Mindfulness. Mac faisant référence à McDo. Donc du prêt-à-penser, voilà, du servi sans aller trop loin, voilà, pour n'obliger personne à penser. Chacun dans sa petite bulle et surtout par mettre le système en question. La santé est à l'ordre du jour, mais en même temps, il y a des aspects tyranniques de nos sociétés de contrôle. Il y a une sorte de nouvel hygiénisme qui pointe le nez. Et là, c'est un philosophe français qui est un spécialiste du corps avec qui j'ai eu beaucoup de collaborations, qui a travaillé récemment là-dessus, Bernard Andrieux. Alors, si je reviens au Tai Chi, les styles les plus pratiqués sont le style Yang, qui est le plus populaire, et le style Shen, le plus spectaculaire. Donc on est dans une société de masse et dans une société du spectacle. Les styles Wu Hao et Sun dont j'ai parlé, qui sont les plus intériorisés, les plus subtils, les plus spirituels, sont restés très confidentiels. Alors une phrase de conclusion pour moi, dans une telle situation, s'engager dans la profondeur et le long terme paraît être une gageure, un rêve un peu fou, puis je mets trois petits points, ou bien une démarche on ne peut plus salutaire et salvatrice. Et donc ici, ce livre fait partie, depuis pas mal d'années, donc je fais partie, même si je suis âgé, d'une génération de chercheurs qui n'aiment pas trop donc les publications scientifiques où les budgets de l'État et puis certaines sociétés privées tirent des bénéfices pour revendre aux UNIF. Et donc, beaucoup de mes publications sont en accès libre. Et donc, comme toi, j'ai une chaîne avec énormément de vidéos didactiques, chaîne YouTube, des podcasts, un blog avec un tas de fiches avec des mouvements, avec des réflexions. Et puis, ce livre aussi, c'est le 15e, beaucoup d'ouvrages didactiques, mais aussi des ouvrages qui vont approfondir toute la philosophie. Et donc, ce livre, comme celui de Sun Lutang, c'est à la fois un traité et un manuel. Donc, c'est pas juste un manuel de recettes, on peut pratiquer, il y a 400 photos.
mais c'est également un traité donc, qui approfondit les quelques idées que j'ai ici évoquées. Voilà donc, en bref, ou peut-être pas si bref que ça, un survol de pratiques de recherche, de pratiques d'art gestuel, de transmission. Euh, Christian, cher Christian, ben, je te remercie pour cette initiative et nous allons maintenant aller vers un échange plus libre. Si vous êtes comme moi, à l'issue de cette interview, de nombreuses lumières se sont allumées dans votre esprit. Je vous propose de continuer la réflexion dans la seconde partie de cette interview qui prendra la forme de questions-réponses. Certaines vous intéresseront, à n'en pas douter. Vous trouverez dans la description quelques liens pour en savoir plus sur les travaux et la pratique d'Éric et bien sûr aussi le lien pour vous procurer son livre. A tout de suite.